Vous avez travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale pendant 20 ans avant d'en partir. Vos vidéos commencent à être connues à l'étranger et en France. Alors première question, comment avez-vous découvert qu'une élite financière se sert de la Banque mondiale pour piller les richesses des pays pauvres? Et pouvez-vous nous donner un exemple de corruption dont vous avez été le témoin à la Banque mondiale? Oui, c'est que l'information ne va pas d'un coin de la Banque mondiale à l'autre. Et pour ça, s'il y a quelqu'un qui veut corriger une bêtise, les gens sont mis à la porte. Et pour ça, parce que cela concerne de l'argent, on peut dire que la corruption, c'est partout, partout. Et ce que je fais, je travaille avec les autres gens qui sont aussi mis à la porte. Nous sommes une équipe de, qu'est-ce que c'est en français, whistleblowers. Et comme ça, nous avons tous constaté que c'est corrompu là. Est-ce que vous avez un exemple de corruption à la Banque mondiale? Oui, l'exemple le plus clair, et ce que je veux dire, c'est que toutes les choses que je dis sont, j'ai beaucoup de documentation qui sont mises à le website KAHUDES.net. Et le chose, je crois, la plus claire, c'est que j'ai travaillé à une prête à la Philippines, les Philippines, et cette prête, euh, il avait un président là qui était mis à la porte Oui. en 2007, mais cette prête, c'était dans le East Asia Financial Crisis, c'était les ans de 1999, 2000. Bon. Et cette prête, c'était que cela concerne une banque qui était plus grande, je crois que c'était la deuxième aux Philippines, Philippine National Bank. Cette banque appartenait au gouvernement et on a voulu que le gouvernement la vende. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'une copain du président, Monsieur Lucio Tan, il, il était aussi propriétaire d'une Philippine Airlines. Et D'accord. Philippine Airlines avait une prête à cette banque et le type, il a acheté les obligations de Philippine National Bank. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui devait donner l'argent à la banque, il est devenu le propriétaire de cette banque. C'était un grand problème. Et donc, j'ai écrit une lettre au gouvernement et j'ai demandé à le type qui était le chef du bureau de Philippines d'envoyer cette lettre. Et ce qu'il a fait, il a dit qu'il avait besoin de notre avocat et donc je ne pouvais pas travailler sur les Philippines. Et je suis allée au chef du cabinet des avocats. Je suis allée aussi au le représentant de la gouvernement hollandaise et j'ai dit qu'il y a beaucoup de corruption là, à la Philippine. Ça veut dire, ce qui est devenu à cette prête, c'était que le prêt n'était pas donné parce que j'ai réussi à interrompre la prête. Donc, 200 milliards de dollars étaient coupés de la prête. Il avait aussi une prête du Japon qui était aussi coupée. L'argent n'était pas donné au gouvernement. Et puis, les gens qui avaient son argent dans la banque, il est devenu très nerveux. Ils ont pris son argent et le gouvernement était obligé c'était un bail-out de 500 milliards de dollars, presque une billion de dollars qui était perdu du gouvernement. Et au fin de chaque prêt à la Banque mondiale, il y a un département qui doit
donner une histoire, si c'était réussi ou non. C'était le Evaluation Department. Et ils ont écrit que ce que la Banque mondiale a fait avec cette prête, c'était satisfactory. Ils n'ont pas dit ce qui est vraiment arrivé. Et je suis allée à ce département et j'ai dit, vous ne voulez pas dire la vérité à qu'est-ce que c'est, le cabinet de direction. Ça veut dire que l'information n'est pas correcte. C'est une cover-up. Ça, c'était le commencement du cover-up, mais ça montait. Ça montait. Et comme ça veut dire qu'il doit être corrigé parce que la Banque mondiale, ça donne les obligations au public et le montant des obligations, c'est 180 milliards de dollars. Des obligations qui sont sur les marchés et l'information financière n'est pas certaine. Les règles de faire les comptes ne sont pas suivies. Et ça, c'est un grand problème. À la Banque mondiale, les fonds affectés ne sont pas contrôlés. Mais ce n'est pas seulement sur la Banque mondiale, c'est sur tous les marchés de la monde. Vous avez déjà dit que tous les documents on peut les trouver sur votre site internet. On le mettra bien sûr en lien sous la vidéo. Et dans ces documents, il y a absolument tous les noms et tous les chiffres? Oui, bien sûr. On voulait savoir vous pouvez établir des liens entre la Banque mondiale, le FMI et la BRI ou la BSI. Oui. Les liens sont surtout aux États-Unis parce que une telle agence qui a beaucoup de puissance doit être soulevée de la gouvernement. Et il y a un comité où le chef du Federal Reserve est parti. Ça veut dire que j'ai écrit beaucoup de lettres à Ben Bernanke parce que j'ai dit que les comptes ne sont pas corrects. Et moi, j'ai acheté une action de la Banque mondiale et comme ça, j'ai pu aller au cours. Et j'ai commencé un procès parce que j'ai dit que j'ai la droite des comptes qui sont exacts. En tant que, je veux dire, actionnaire de la Banque mondiale, tu as le droit, Karen, d'assister aux assemblées générales. Non, c'est pas ça. Non, les actionnaires sont les gouvernements. Oui. Mais la Banque mondiale, il donne les obligations. J'ai la droite à l'information financière qui suivent les règles. Et aussi, cette procès, c'était aussi contre KPMG, les cantons de la Banque mondiale, parce qu'ils ne suivent pas les règles aussi. Mais Karen, Oui. Quel rapport vois-tu entre le FMI, la BIS et la Banque mondiale? Le FMI et la Banque mondiale, on peut dire que c'est la même chose. Parce que tous les pays, donc 188 pays, ils sont les chefs de tous les deux. Et même comme en France, il y a aussi dans une Board of Executive Directors, le chef de FMI et le chef de la Banque mondiale sont pareils, sont la même personne. Et est-ce qu'il y a un lien aussi donc, avec la BIS, la BRI qui est en Suisse? Oui, d'accord. Ça veut dire que ce qui est écrit à papier et la vérité sont un peu différentes. Si on voit ce qui est à papier, ça veut dire que le Federal Reserve, ça c'est la banque des États-Unis, qui est aussi une partie de le BIS. Il est obligé de suivre la Banque mondiale et le FMI, que toutes les règles sont propres. La propriété de la Banque mondiale et le FMI, c'est la responsabilité de le Federal Reserve System. En anglais, on dit oversight.
Si ça ne marche pas, il est obligé de la corriger. Mais ce qui est dans la vérité, ça veut dire que le banque BIS, les gens ça c'est privé, c'est tout à fait privé. Et les gens qu'il s'agit de le BIS, ils sont au centre de la Banque mondiale et toutes les choses que fait la Banque mondiale, ça c'est la décision de le BIS. Ça veut dire que le président de la Banque mondiale, il est seulement une, qu'est-ce que c'est en français? Puppet. Marionnette. Oui, et donc, je n'ai pas su ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de donner une direction des pays qui sont les gens qui ont la droite de diriger la Banque mondiale. C'est une question de puissance et de pouvoir donner une réponse à la question qui dirige la Banque mondiale. C'est les gouvernements du pays, du monde, ou c'est les gens privés qui dirigent le BIS. Et c'est très simple. On peut dire que les gouvernements n'ont pas la droite de diriger la Banque mondiale et la FMI. Ça, c'est ce que je dis et les autres whistleblowers. Je suis commencé à 2005. Je suis commencé avec le gouvernement néerlandais parce que j'ai dit que l'information ne va pas à la direction, que les gens qui sont en train de dire la vérité à la direction sont mis à la porte. Ça veut dire que la direction ne sert à rien parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Ils n'ont pas les informations et c'est un grand problème, surtout dans un cas qu'il y a les obligations dans le public. Les gens qui achètent les obligations ont la droite à l'information, mais la direction n'a pas l'information. Ça, c'est seulement une question d'information. J'ai joué avec les règles financières pour montrer à la monde le contrôle secret qui ne va pas comme les règles. Ce que j'ai montré, c'est qu'il y a une direction secrète et les gens qui dirigent en vérité les finances du monde, la puissance de ce que j'ai montré, c'est que j'ai suivre toutes les règles. Donc, il y a une façon d'agir et de corriger le problème. Très clair, très facile. C'est ça. J'ai donné un moyen aux gens de nettoyer le système sur suivre les règles dans une façon très claire, très propre. Quand les gens savent ce que j'ai fait, il y a une solution très simple. Vous avez dit que la BIS contrôlait la Banque mondiale et le FMI, ainsi que la Réserve fédérale des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en fait, ce sont un peu les mêmes qui tirent ces ficelles, c'est-à-dire des familles, qu'on peut dire oligarchies, qui sont à la tête de la Réserve fédérale, qui seraient donc privées, de la BIS qui serait privée, et par conséquent de la Banque mondiale et du FMI? Bon, c'est pas si clair parce que quand je suis mis à la porte, j'ai essayé de savoir ce qui se passait et comme ça, j'ai travaillé avec beaucoup de gens et dans cette façon d'agir, il y a beaucoup d'informations et c'est très difficile de savoir si l'information c'est correct ou non. Donc, je peux dire ce que j'ai trouvé, mais c'est pas si exact. Et toujours, on demande les preuves et je peux donner les papiers que j'ai vus pour supporter cette hypothèse, mais je ne sais pas si la réponse c'est très exact. Donc, je peux dire ce que je pense, mais tous les gens sont pareils.
Mais je peux répondre à la question. Ça veut dire que les règles des corporate law, les gens qui sont les propriétaires ont le droit de rester en secret. C'est très difficile de savoir si la réponse est propre ou non, mais ce que je pense, c'est qu'il y a aussi une autre agence qui est très, très active dans ce problème. Ça, c'est le Jesuit. Les familles dont on parle et aussi la noblesse, ils sont partie de cette network de jésuites. Il y a aussi les sociétés secrètes, surtout qu'est-ce que c'est, Knights of Malta. Est-ce qu'il y a un lien avec, par exemple, on pourrait dire les Bilderberger ou la trilatérale? Oui, ils sont là, mais ce qu'il y a, ils sont un parti, seulement un parti, ils ne dirigent pas. Les décisions sont prises des jésuites. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut quand même mettre des noms sur ces familles ou pas du tout? Est-ce que si on dit Rockefeller, Rothschild, Oppenheimer, Warburg, est-ce qu'on tape dans le juste? Oui, mais il y a aussi une famille française. Après la Révolution française, il restait un fils qui est allé aux États-Unis. J'ai oublié son nom. Ça commence avec un P. Ils sont aussi importants que les Rothschild. Par contre, on a oublié, est-ce que vous pouvez faire un lien aussi entre justement les propriétaires de la Réserve fédérale et puis d'autres avec le Black Eagle Fund? Oui, ce qu'on a avec tous les gouvernements, aussi c'est pareil au gouvernement français, c'est qu'il y a un gouvernement qu'on voit et après ça, il y a un vrai gouvernement qui prend toutes les décisions et qui donne les directions aux gens qui sont là comme gouvernement. Mais ce n'est pas le vrai gouvernement. C'est dirigé de cette network que j'ai dit. Elite en anglais, je ne sais pas le mot en français. Et si, c'est bien. L'élite. Donc le gouvernement, c'est là en face des gens, mais les gens, et c'est surtout sur l'information, les télévisions, oui, le média, c'est tout à fait pour l'effet. C'est pas la vérité. Les gens sont vraiment perdus. Ils ne savent rien. Comment ça peut rester? Je m'étonne, vraiment. Comme les gens, ils acceptent cette information qui ne sert à rien. C'est seulement pour les tromper. Mais ce que j'ai vu avec la guerre de Syrie, les gens, ils ont rejeté, et cela a dû être le commencement de la guerre mondiale troisième. Et les gens, ils n'ont pas voulu savoir ce que disent les télévisions, les médias. Donc, je crois que maintenant, ça commence que les gens ils savent que l'élite n'ont pas la droit de diriger le monde. Je crois que c'était un turning point. Karen, avant la 5e question, on peut résumer que le FMI, la Banque mondiale, la BRI et tous les médias sont aux mains d'un pouvoir occulte que les gens ne connaissent pas et qui décide ce que les gens doivent penser, les guerres qu'ils doivent faire et qui décide à quoi l'argent doit être utilisé. C'est ça, Karen. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si occulte parce que surtout il y a une enquête qui a été faite par le Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris une étude très exacte des actionnaires dans tous les marchés. Il y a 43 000 sociétés dans les marchés et ils sont les mathematicians et ils ont fait un modèle très clair qui montre qu'il existe ils disent, bon, en français c'est le cabale, mais
ce qu'ils ont nommé les gens, c'est super entity. Et la façon que le super entity a pris cette puissance, c'était de mettre les gens même dans cette direction dans les sociétés. Ça veut dire que interlocking directorates en anglais. Et il y a une journaliste allemande, il a fait un article qui donne toutes les études. Et je peux envoyer ça. Et donc, vous pouvez lire cette étude de le Federal Institute of Technology. Donc, on peut dire que c'est pas si occulte qui était. C'est très facile de voir comment agir cette super entity. Karen, vous parlez dans plusieurs de vos vidéos de quantité d'or cachées dans différentes banques à différents endroits, des quantités assez astronomiques dans le monde, notamment à Hawaï. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces quantités et avez-vous des sources concernant ces quantités d'or cachées? Oui, ça c'est quelque chose de très joli, vraiment. Parce que quand les histoires que je suis en train de raconter, quand j'ai réussi à trouver un moyen de donner ces histoires au public, ils venaient tous les gens à me donner son information. Et de temps en temps, les informations sont vraiment incroyables. Mais dans ce cas, parce que j'ai travaillé dans les Philippines, il y a un avocat qui venait d'Allemagne qui a trouvé tous les documents de qu'est-ce que c'est gold en français encore? L'or. L'or, oui. Et j'ai mis cette information qu'il m'a donnée sur l'Internet. Donc, tout le monde peut voir ces documents. Ce qui est passé, c'était que dans toute l'histoire, il va voir les rois qui ont travaillé même dans un network avec l'assistance des jésuites. D'abord, ça a commencé avec les colonialisme. On a pris l'or des gens et puis, avant chaque guerre, on a pris l'argent des gens et cet argent, c'était avec les jésuites. Et puis, les jésuites ont envoyé cet argent dans tous les coins du monde, mais surtout sur les Philippines. Et cet or était enterré pendant la guerre deuxième mondiale. Donc, il y a une histoire, cet avocat m'a donné, mais aussi, il avait une question dans le Parlement Angleterre sur ce sujet, et je peux donner cette YouTube avec cette question. Donc, il y a les preuves de l'existence de cet or que je peux donner. Les documents de cet avocat d'allemand et aussi les YouTube vidéos. Oui, alors Karen, vous connaissez peut-être l'opération Lys d'or qui parle de cet or des Philippines et qui a été justement récupéré, c'est pour ça qu'on vous le dit, par le Black Eagle Fund et par justement les familles qui ont été couvertes par les familles Rockefeller, Harriman, Rothschild, Oppenheimer, Warburg Lazar. Et ces familles-là, pour récupérer cet or après la Deuxième Guerre mondiale, cette histoire a été racontée dans l'opération Lys d'or et les quantités sont astronomiques. Et en fait, ce sont justement quelques familles qui ont récupéré cet or, qui l'ont caché dans 147 banques et 42 pays. Non, c'est pas les familles. Cet or, ça appartenait à une trust fund. Pas... Le Black Eagle Trust Fund. Non. C'était un parti d'or, mais maintenant tout l'or, c'est dans un trust fund. Quel est le nom de ce trust fund, Karen? En anglais, c'est collateral accounts. Je pense on cherchera, Karen, ce trust, parce que pour nous, le nom est compliqué. Oui, c'est très compliqué, le nom. Mais l'idée, c'est très simple. C'est que tout l'or du monde, c'est dans un instrument
seulement une. Et ce qui est passé, par hasard, ça c'est très, vraiment, c'est très difficile d'expliquer comment ça marche en anglais. Ça marche dans une façon vraiment incroyable. Parce que il y a une semaine, j'ai reçu un email avec une liste des gens et puis j'ai donné l'information à cette liste. Et il y a un nom d'un gens des États-Unis, il s'appelle Tom Murphy. Ce qu'il m'a envoyé, Tom Murphy, c'était un document. On a voulu donner tous les montants de l'or à eux. Il m'avait envoyé ce document et je peux l'envoyer à vous si vous voulez. Ça s'appelle Zenith Account. Et ça, c'est un montant de 9 quadrillion dollars. À votre avis, Karen, pour quelles raisons ces gens-là captent-ils cet or, le stockent-ils, dans quel but et à quoi va servir cet or dans l'avenir, alors qu'ils pourraient s'en servir aujourd'hui, le mettre sur le marché et faire baisser le prix de l'or, ce qu'ils font actuellement à travers les mouvements des banques centrales. Ils font baisser le prix de l'or par des moyens, je dirais, indirects, alors que s'ils mettaient cet or sur le marché, ils le feraient baisser. Donc, s'ils le gardent, il y a une raison secrète, on pourra dire. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Karen? Bon, ce qu'ils ont fait le travail pour nous. Parce que maintenant que les gens du monde savent qu'il existe cet montant, ils peuvent retirer la puissance. Et ce qu'on voit avec l'argent papier, c'est que ça ne peut pas marcher. Il y a quelque chose qui s'appelle backwardization. Ça veut dire que les gens sont en train de perdre toute la confiance à l'argent papier. Pour que les gens comprennent, en français, la backwardation, c'est le phénomène que les gens payent plus cher actuellement l'or sur le marché réel que ce qui n'est vendu sur le spot international. Donc, c'est très facile à savoir, la confiance dans la monnaie est en train de disparaître. Et donc, cet or a un rôle très propre. Et maintenant, ce qu'on a avec l'argent, on est obligé à payer l'intérêt à BIS. Et ça doit être interrompu et le BIS va être finished. Les gens du monde sont en train de trouver son propre liberté. Oui, c'est pas seulement une question de liberté, c'est une question d'agir parce que nous étions tous trompés et maintenant nous sommes en train de voir ce qui est passé avec nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de montrer aux gens dans tout le monde que la vérité, c'est que la droite d'agir, de décider, de diriger les choses, ça reste avec les gens et pas avec les super entities ou les jésuites. Si ces gens ont caché cet or, c'est qu'ils ont quelque part un but avec cet or. À un moment donné, ils veulent en faire quelque chose. Mais l'argent, c'était voler des gens, et si les gens peuvent lire les documents, et on peut faire ça, parce que tous les documents, ils sont, je les ai lus, et tout le monde peut lire les documents, et tout le monde peut décider ce qui doit être fait avec cet argent. Oui. Et l'assassination de John F. Kennedy, c'était au sujet de cet or. Parce que John F. Kennedy, il a eu un accord de mettre cet or pour donner une valeur au dollar. Et le rôle de Federal Reserve, de la Banque centrale aux États-Unis,
a dû être terminé. Et c'était pour ça que John F. Kennedy était assassiné. Maintenant, nous savons tous ce qui est passé et nous pouvons décider ce que doit être fait avec cet argent. Parce que dans les documents, c'est écrit que l'argent appartient à tous les mondes de la monde. C'est à tout le monde, pas seulement aux élites, aux cabales. Ils n'ont pas le droit de décider pour nous comme maintenant. Nous sommes en train de décider ce que nous voulons faire avec cet or. Et les autres, le BIS, sont mis à la porte. Le FMI n'ont pas le droit de décider. La direction de FMI doit être déterminée des gens du monde et pas de jésuites. De quelques familles. Ce que je veux dire... Non, ce n'est pas les familles, c'est le jésuite. Je pense, Karen, qu'il y a malgré tout, quand on regarde les gens qui ont capté l'or, des familles connues, autres que les jésuites, et qui ne sont pas, du côté des jésuites. Par contre, il est clair que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait supprimer le privilège de créer le dollar à la Fed. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil pour tous les pays. C'est pareil en Europe, mais en Europe, par exemple, le droit de crédit, parce que l'argent, c'est du crédit, Karen. Oui, et ça doit être valeur en lieu de crédit, c'est ça. Et en fait, il faut recréer un monde étalonné sur l'or. On est d'accord? Oui, voilà. mais pas seulement sur l'or. Ça peut être n'importe quelle commodité. Ça ne doit être pas chaîné à l'or. Non, ça peut être toutes les matières premières. Et actuellement, il y a des gens qui ont caché justement des quantités incroyables d'or. Et ces gens-là, forcément, s'ils cachent cet or, c'est qu'ils ont un but caché. Ils vont s'en servir pour quelque chose. C'est eux qui ont inventé la crise financière, car il n'y a pas de crise financière réelle. Ils ont inventé cette crise financière et ils cachent cet or depuis très longtemps pour faire quelque chose après cette crise financière. Oui, mais maintenant que tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire, nous pouvons décider d'agir nous-mêmes. Et c'est nous qui doit gagner. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, c'est que il y a un politicologue qui est allé à la Banque mondiale et qui a donné, c'est un modèle qui est très fort. Et ce modèle dit que c'est maintenant à nous, les peuples du monde, à agir. Nous avons la puissance et pas la cabale. Oui, ces pouvoirs qui sont au-dessus des États, pour l'instant, tiennent encore le monde par le crédit, par l'émission monétaire et en ayant caché l'or. Mais penses-tu que pour le moment, on n'est que des poseurs d'alerte, mais pour l'instant, ce sont des gens qui sont derrière les démocraties qui ont quand même le pouvoir actuellement. Oui, c'est vrai. Nous avons gagné. C'est seulement de convaincre les autres que c'est déjà fait. On vous remercie pour cette interview et d'avoir fait l'effort de répondre en français. Mille merci, Karen. Merci à vous.